Paris, 100 000 immeubles environ, dont plus des 2/3 sont recouverts de zinc et d'ardoise. Un patrimoine qui existe depuis 200 ans et que la Chambre syndicale de génie climatique et de couverture plomberie à Paris vise à protéger par une inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le but étant de valoriser le geste du couvreur parisien. L'idée est née en effet il y a 10 ans quand on a fait un livre sur les toits de Paris avec Gilles Mermet, que vous verrez juste après. Ce livre sur les toits de Paris a fait naître un besoin, une envie d'inscrire un savoir-faire. Alors on l'a inscrit au patrimoine national en 2017. Et de ce patrimoine national, on s'est dit il faut maintenant le porter à l'international, d'où la candidature à l'UNESCO. L'idée, c'est de donner un éclairage sur notre profession, nos métiers, et faire venir à nous des jeunes qui ne connaîtraient pas ce métier. Voilà, donc c'est vraiment la lampe torche. L'UNESCO, c'est la lampe torche sur nos métiers. C'est à la fois redonner un éclairage, une fierté sur des métiers et des professions qui sont peu ou pas connus. C'est faire venir à nous des jeunes qui ne nous connaîtraient pas, soit par la voie de l'apprentissage, soit par la voie de la reconversion. Et à ce moment-là, on les prendra aussi en apprentissage. Et puis, c'est redonner de la fierté à tous ceux qui opèrent sur les toits de Paris. Tous les matins, il manque 500 couvreurs sur les toits de Paris. Et c'est pour donner cet éclairage-là supplémentaire. Alors, le geste du couvreur qu'on cherche à protéger, c'est vraiment ce savoir-faire qui fait que chaque couvreur, quand il refait une toiture, environ tous les 50 ans sur Paris, c'est une toiture, tout ça c'est sur mesure, on ne fait pas de prêt-à-porter. Donc on vient avec des feuilles, avec des bobines de zinc et on adapte chaque feuille, chaque morceau de zinc à la toiture pièce par pièce, comme si on faisait un vêtement sur mesure au toit parisien. Paris, cette ville où aucun toit ne ressemble à un autre, cette ville au cœur de laquelle s'est jouée l'une des histoires de la construction les plus incroyables grâce au zinc. L'histoire du zinc est une histoire extraordinaire en fait, parce qu'elle commence en 1805 à l'époque d'Austerlitz, à l'époque de Napoléon Ier, lorsqu'un abbé, l'abbé Doni, découvre le laminage du zinc. Avant cela, il découvre une mine en Belgique et il demande à Napoléon Ier de lui accorder la concession de la Vieille Montagne, VM Zinc, une entreprise florissante aujourd'hui du zinc en France. Et cette entreprise, il crée donc l'entreprise Vieille Montagne après avoir su comment laminer le zinc, donc transformer le zinc en très jolies feuilles qui faisaient à peu près 2 mètres de long sur 70 cm de large. Il commence à couvrir du zinc à l'époque de Rambuteau, le préfet Rambuteau, dans les années 1830, mais son entreprise finalement périclite. Elle est rachetée par un certain Mosselmann, qui est un homme d'affaires belge. Mosselmann s'achète l'hôtel particulier du banquier Récamier, Madame Récamier, sur son sofa, la peinture de David. Vous voyez, on entre déjà dans des histoires très romantiques avec le zinc. Et il fait venir sa fille, Fanny Mosselmann, qui épouse l'ambassadeur de Belgique. La Belgique devient indépendante et ce couple reçoit le tout Paris dans l'hôtel Récamier et là arrive le duc de Morny. Le duc de Morny, qui est-ce? C'est le demi-frère du futur Napoléon III. Le duc de Morny tombe amoureux de Fanny Mosselmann. Fanny Mosselmann hérite des mines de son père et c'est Fanny Mosselmann qui finalement, avec le duc de Morny, vont commencer à couvrir les toits de Paris. Arrive là le coup d'État de Napoléon III. Le duc de Morny, son demi-frère, l'aide pour ce coup d'État. Et arrive un 4e personnage, le quatuor est complet, le baron Haussmann, et à partir de ce quatuor-là va naître ce paysage extraordinaire, puisque vous avez l'association entre une industrie, un vœu urbain extraordinaire, celui de Napoléon III, qui disait « Je veux donner aux Parisiens de l'air et de la lumière ». Donc vous avez là la construction de 37 500 immeubles en 17 ans par Haussmann et la décision de couvrir tous ces immeubles avec du zinc. Histoire d'artisans fiers de leur travail, la candidature des couvreurs à l'UNESCO s'appuie sur des arguments fondés et répond parfaitement aux critères posés par l'UNESCO. Il est important pour l'UNESCO
dans la réception de ces candidatures que de répondre à certains critères. Un critère très important, c'est d'abord un savoir-faire. Bien sûr, il faut que le savoir-faire soit particulier, soit technique, réponde aussi à une histoire ancienne et particulièrement à un savoir-faire qu'il faut sauvegarder, protéger. C'est un savoir-faire également qui existe à travers la transmission qui se fait entre les tenants, si vous voulez, de ces savoir-faire et la nouvelle génération. Il y a toujours l'idée de la transmission dans les vœux de l'UNESCO. Et autre chose qui est très important également pour l'UNESCO, c'est l'idée que ce savoir-faire a une dimension de développement durable. Et c'est tout à fait le cas avec les couvreurs zingueurs. Pourquoi ? Parce que c'est rajouté au savoir de la taille de l'ardoise, au savoir de la découpe et de la pose du zinc, de la pose de la tuile, du plomb et du cuivre, c'est rajouter un nouveau métier, c'est celui de la protection des toits. C'est non seulement de l'imperméabilisation du toit, mais également de son isolation. Et l'isolation aujourd'hui est quelque chose de très particulier parce qu'il faut savoir justement protéger l'immeuble entier à travers l'isolation du toit, aussi bien avec de la laine de verre qu'avec des produits minces. Mais aujourd'hui, c'est très très important pour répondre justement aux vœux de la conférence de Paris notamment. Ce qui est important pour l'UNESCO, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a un porteur du projet. Et ce porteur du projet, c'est le GCCP. Le GCCP est un syndicat historique qui a maintenant 200 ans. Nous venons de fêter son bicentenaire. Il faut comprendre que ce syndicat qui portait à l'époque à la fois les couvreurs et les plombiers est un syndicat qui a suivi toute la grande période syndicale du 19e siècle. Le syndicat du GCCP, à l'époque, il ne s'appelait pas comme ça, mais il a été, à l'origine, si vous voulez, il a été vraiment un fer de lance pour tout ce qui concernait la sécurité, la protection, les assurances pour les couvreurs lorsqu'il y avait des accidents. Il y avait des accidents. Je veux dire, Zola en parle, le couvreur Coupeau, il tombe de son toit. Mais le GCCP a créé vraiment toute une mutuelle d'assurance pour les couvreurs et les plombiers. Et surtout, très important, le GCCP, à l'époque, a créé les toutes premières écoles de formation. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans la deuxième moitié du 19e siècle, quand Haussmann a créé tous ces immeubles, on n'avait pas les couvreurs pour couvrir tous ces immeubles-là. Il a fallu former beaucoup de gens et le GCCP a participé à travers ces écoles de formation parce que les entrepreneurs formaient eux-mêmes les jeunes. C'était extraordinaire à l'époque pour que justement les jeunes apprennent à faire ce métier.